Salutations, aujourd'hui c'est Halloween. Non, c'est pas du tout Halloween. Mais j'avais envie de parler de cinéma d'horreur. Et de me déguiser parce que j'adore me déguiser. Et que j'ai pas du tout réussi à choisir entre Freddy et Leatherface, donc vous allez vous contenter de ce truc moche. Allez, prenez votre ration de culture. Bon, j'avais envie de parler de cinéma d'horreur parce que j'ai remarqué, comme toutes celles et ceux qui apprécient ce cinéma, qu'il est souvent méprisé ou moqué et qu'on ne lui reconnaît que peu d'intention de réalisation, un tant soit peu politique. Je ne vais pas vraiment faire de l'analyse de scénario ou de mise en scène, d'autres font ça bien mieux que moi sur internet. Je vais m'attarder sur les films en tant qu'ils sont un bon moyen de transmission d'une idée politique. Tout film, dans la mesure où il comporte une vision, donne un point de vue sur la société. C'est pour ça qu'on peut dire que tout film est politique. Que toute œuvre culturelle est politique. Que tout est politique. Politique. D'ailleurs, pour introduire notre propos, faisons un détour par la politique et par le jeu vidéo. En 2014, Jean-Luc Mélenchon s'est insurgé contre Assassin's Creed Unity, dont l'action prenait place pendant la Révolution française de 1789, et qui présentait comme antagoniste principal Robespierre. Mélenchon, lors d'un passage à la radio, avait qualifié le jeu de propagande qui reprend tous les poncifs contre-révolutionnaires. Ubisoft, la société qui a édité le jeu et les créateurs du jeu, avaient répondu que la révolution n'est qu'une toile de fond dans laquelle évolue le héros et qu'Assassin's Creed Unity était juste un jeu, pas une leçon d'histoire. Et face à cette réponse, Mélenchon répondit ceci. Un jeu vidéo peut être le vecteur pour transmettre des idées et des valeurs culturelles. Dans la jeunesse, il peut même sans doute être plus efficace que tous les cours d'histoire que propose l'éducation nationale. Quoi qu'en dise Ubisoft, une œuvre culturelle transmet toujours une vision normative des rapports entre les individus et certaines valeurs culturelles. Or, si nous voulons combattre les rapports de domination, il faut bien les analyser et les déconstruire, refuser les représentations qui les banalisent ou les légitiment. Mais je m'égare, revenons au cinéma. Le cinéma est un produit culturel très répandu. Il touche un public très large et en ce qui concerne le cinéma d'horreur, force est de constater qu'aujourd'hui les distributeurs le pensent comme un produit culturel qui sera largement consommé par un public assez jeune et de plus en plus dépolitisé. Et le bobo gauchiste que je suis se fera une joie de vous éduquer. Bien sûr, je ne pense pas que les films d'horreur ne s'adressent qu'à ce public et je ne commets pas non plus la faute de croire que tous ces films se valent, etc. Mais c'est un argument supplémentaire pour montrer l'importance de rappeler la portée politique de ces films. Et si on me dit « Oui, mais le cinéma d'horreur c'est un peu nul, alors au fond on s'en fiche du message qu'il transmet », au-delà du fait que cette réflexion peut susciter chez moi un ulcère instantané et fulgurant, je ne balaie pas cette réflexion pour autant. J'ai conscience que de vrais daubes filmiques se nichent dans le genre horrifique, et peut-être même que les nanars y sont surreprésentés par rapport aux autres genres. Mais enfin, comme on dit, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça ferait une super scène de film d'horreur ça. Parlons de George Romero. George Romero, qui hélas est décédé cette année, même si je suis persuadé qu'il va revenir, est celui qui a réinventé le genre horrifique du zombie au cinéma en le sortant de ses traditions vaudou ou monstrueuses. Wikipédia shit. Il disait « J'ai toujours pensé les zombies comme étant une révolution, une génération qui consomme la suivante ». Pour lui, le genre de l'horreur au cinéma n'était pas seulement capable de transmettre un véritable message politique, mais était même le genre privilégié pour le faire. Je ne vous ferai pas l'affront de vous spoiler la fin de La Nuit des Morts Vivants de Romero, sorti en 68, mais quiconque a vu la fin de ce film comprend le caractère très politisé du message de son réalisateur. The Crazies, ou La Nuit des Fous Vivants, sorti en 73, montre encore mieux que le cinéma d'horreur est un vecteur particulièrement efficace pour donner un point de vue politique sur la société. Hugo Clément, professeur agrégé de philosophie, affirme que le titre The Crazies, les fous donc, ne renvoie pas seulement aux individus contaminés, mais aussi au comportement des individus sains, qu'ils soient soldats, responsables politiques, militaires ou simples citoyens. Les Crazies sont en fait aliénés. Romero poussera cette métaphore jusqu'au bout dans Dawn of the Dead, ou Zombie en français. Et ce film est à comprendre comme une critique anticapitaliste de la société de consommation. L'action se déroule dans un centre commercial où les zombies avides de chair fraîche déambulent. Ils sont dirigés par leur faim, sans raison, et sont en ce sens une incarnation de l'homo economicus de Marx. Selon le philosophe du cinéma Éric Dufour, les zombies chez Romero voient leur esprit et leur corps être investis par une force étrangère, tout comme le prolétaire offre corps et âme au travail capitaliste. Par ailleurs, ceux qui ne sont pas contaminés vont devoir s'organiser ensemble et définir une société post-apocalyptique. Ce qui renvoie très certainement à l'idée que faire tomber le capitalisme ne sera pas un dîner de gala. Bon, revenons au cinéma avec le maître de l'horreur, John Carpenter. Il est extrêmement connu pour avoir réalisé Halloween, ou La Nuit des Masques en français, que beaucoup considèrent comme le précurseur d'un sous-genre de l'horreur, le slasher. À propos de Halloween, il dit ceci.
Je voulais faire depuis longtemps un film effrayant, et c'est Psychose qui m'a donné envie de faire Halloween. J'ai simplement ajouté au film d'Hitchcock une dimension surnaturelle en faisant du tueur masqué une incarnation du mal. Michael Myers ne fait qu'incarner le mal, il n'a pas de véritable identité. De ce fait, les personnages agissent en réaction aux actions d'un personnage fonction comme Michael Myers. On retrouve cette idée dans beaucoup de films de Carpenter. Parfois, ces personnages fonctions ne sont même pas humains car ce qui compte, c'est le concept qu'ils incarnent et la façon dont ils déterminent les actions des autres personnages. L'exemple le plus flagrant est peut-être celui de The Thing, où l'ennemi est un parasite extraterrestre capable de prendre une forme humaine. Les personnages deviennent paranoïaques car ils ignorent s'ils sont en présence d'une personne qu'ils connaissent réellement ou du parasite qui en a fait l'imitation. Or, si l'on replace le film dans le contexte de son année de sortie en salle, à savoir 1982, il peut être vu comme une métaphore de la peur du communisme aux États-Unis. Le film devient un reflet de la société américaine cette année-là, une société qui a pour président Ronald Reagan, lequel qualifie l'URSS d'empire du mal, avant que tout l'Occident décide que finalement c'était le Moyen-Orient, et c'est donc une société où est pleinement réactivée la psychose anticommuniste. Bien sûr, tout cela ne signifie pas que le cinéma d'horreur est toujours à analyser selon des grilles de lecture politique bien définies, telles que les analyses marxistes ou déterministes. Il y a autant de cinéma d'horreur qu'il y a de réalisateurs. De plus, tous les films d'horreur n'ont pas pour vocation de promouvoir un discours politique en particulier, et les réalisateurs peuvent avoir pour intention de produire du simple divertissement. Mais, comme je le disais en début de chronique, réaliser un film revient toujours à donner un point de vue sur la société. Enfin, quoi qu'il en soit, je réfuterai chaque phrase qui prétendra que le cinéma d'horreur c'est fait pour des écervelés, et encore plus le cinéma d'horreur actuel. Que dire de Get Out, film américain réalisé par Jordan Peele, sorti en 2017, et qui, malgré quelques imperfections, renouvelle l'approche de la question du racisme aux États-Unis. Que dire de Grave, film français sorti la même année réalisé par Julia Ducournau, et qui aborde les questions de féminité, de sexualité et d'identité. Au-delà de la peur ou du dégoût que l'on peut ressentir devant des films d'horreur, ce qui d'ailleurs en dit long sur l'appréciation de notre propre humanité, tous ces films nous demandent d'être actifs et de réfléchir sur la société qui nous entoure et dans laquelle nous agissons. Voilà, c'était donc la première chronique de Ration Culture, et comme elle parlait de cinéma d'horreur, pour la terminer convenablement, je devais forcément...